De plus en plus de personnes s'interrogent sur la façon dont l'Europe s'est fournie en vaccins en plein cœur de la crise Covid. Le New York Times avait été le premier à réclamer la transparence sur les SMS envoyés par la présidente de la Commission européenne au patron de Pfizer, ainsi que la publication des contrats de vente des vaccins par la firme Pfizer. C'était en avril 2021. Jamais la transparence n'a été faite sur ce sujet. Comme les faits se sont majoritairement produits en Belgique, c'est un Belge qui a pris le relais et qui attaque à son tour en justice Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Aujourd'hui, l'Europe fait tout pour éviter le dérapage, car cela pourrait bien semer la zizanie dans la campagne européenne. Avec nous pour en parler, Frédéric Baldan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On va écouter votre avocate avant d'échanger. Elle s'appelle Diane Prota. C'était samedi dernier en conférence de presse à Liège. Elle demande la levée de l'immunité de la présidente de la Commission tout en expliquant ce qu'elle reproche à Madame Ursula von der Leyen. Ce n'est pas une femme qui a été élue, c'est pas une dame qui est élue par nous tous, elle est élue indirectement par le Parlement, on y reviendra, mais c'est donc bien une fonctionnaire, et à ce titre, les fonctionnaires bénéficient des immunités dans le cadre de leurs actes accomplis officiellement, dans le cadre de leur mission. Or ici, nous avons comme deux chefs de grief. La première, c'est l'immixtion dans les fonctions publiques, c'est-à-dire qu'elle a agi hors de ses compétences. Et la deuxième, c'est qu'elle aurait agi secrètement par texto. Donc on voit très bien que si vous agissez secrètement en dehors du mandat et des pouvoirs que le traité vous confère, alors vous ne pouvez pas, de facto pour ces actes, prétendre bénéficier d'une immunité. La présidente de la Commission européenne a donc négocié par SMS. Et non seulement c'est pas la procédure, mais en plus c'est pas vraiment sa fonction, la livraison de vaccins Pfizer pour toute l'Union européenne. Ça, selon vous, c'est anormal? En fait, c'était une prérogative des États membres et donc il fallait un mandat des États membres. Les États membres ont désigné des comités d'experts pour pouvoir négocier en lieu et place des États membres. Donc c'est à ça qu'a servi apparemment la Commission européenne. Et Mme von der Leyen s'est immiscée pour négocier un contrat d'1,8 milliard de doses pour un montant total de 35,1 milliards d'euros. Et donc personne ne sait comment ces quantités ont été définies. Personne ne sait expliquer pourquoi le prix a augmenté une fois qu'elle est intervenue directement près de M. Bourla. Et donc là, on a un véritable problème de transparence qui coûte aux citoyens. M. Bourla, le patron de Pfizer. Exactement. Avec qui elle a échangé par SMS. Exactement. Et donc, aujourd'hui, vous réclamez justement la publication non seulement des contrats, mais aussi de ces SMS, et ça, elle refuse de le faire. Alors, c'est intéressant. Donc, d'abord, je dois vous remercier comme journaliste de vous intéresser à l'affaire, parce que la médiatrice de l'Union européenne, qui a été saisie pour faire la transparence sur ces messages et ces contrats, a appelé à l'aide la presse, justement pour qu'on puisse faire pression sur Madame. Ce qu'il se passe, c'est que Mme von der Leyen a affirmé ne plus disposer de ces messages. M. Bourla, lui, dispose toujours des messages. Donc, dans le cadre de la plainte pénale, je l'ai accusé de destruction de documents administratifs pour la bonne et simple raison que la Cour des comptes et la médiatrice avaient bien considéré que ces documents faisaient partie du contrat, étaient bien des documents administratifs. Ça, l'opacité sur des contrats, par exemple, c'est pas du tout les principes européens. Puis le fait qu'on ait contacté une seule entreprise et vraisemblablement pas les autres, ça aussi, c'est contraire au fonctionnement européen. Pour vous dire, même si on regarde la mission d'un commissaire, c'est d'appliquer les traités et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la bonne administration, dont la transparence. Et dans ce cas-ci, je suis par exemple allé à une procédure à Luxembourg où la commission arguait « je dois demander la permission de Pfizer pour vous donner la copie de ces contrats », donc pour être transparent. Or, les membres de la commission et la commission, eux, leur rôle, ce n'est pas de demander à une entité tierce, c'est d'ailleurs même interdit, l'autorisation d'appliquer les droits fondamentaux. La Commission et les commissaires doivent appliquer les droits fondamentaux et les faire respecter par les États membres. Et ici, ce qu'on voit, c'est exactement le contraire de ce qu'il y a dans les traités. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un écart très important avec la mission. Je vous ai présenté par facilité comme lobbyiste, parce que c'est votre métier, mais officiellement auprès de l'Union européenne, vous ne l'êtes plus. Pourquoi, rapidement? Alors, j'ai donné une conférence de presse avec Michel Rivasi, donc c'est une députée française à laquelle j'étais assez attaché, qui était du groupe des Verts en France. Et 3 heures après la conférence de presse, justement sur ces thématiques d'SMS Gate, où tout le monde était rassemblé, on essayait d'amener le New York Times, le journaliste Fanta, tout le monde. J'ai eu un contrôle qualité de ma déclaration de lobbyiste qui avait été contrôlée 6 ou 7 fois avant. Et soudainement, mes données de déclaration étaient jugées incohérentes par une subordonnée de Mme von der Leyen qui était en charge justement de la transparence. Donc le fonctionnaire qui m'a sanctionné, c'est le fonctionnaire qui était en charge de donner la copie des contrats et des SMS. Pour ces SMS, pour
sur ces transactions à la va-vite entre la présidente de la Commission européenne et le CEO de Pfizer, en gros, ce qu'on vous rétorque souvent, je l'imagine, c'est que c'était une période particulière, qu'il y avait urgence, qu'il y avait une angoisse dans la population et que peut-être, au fond, elle n'a pas si mal fait le job que ça en accélérant les procédures pour nous fournir au plus tôt les vaccins. Alors, ce que vous devez voir, c'est pas dans l'affaire qui m'occupe, on ne parle pas des 3 contrats, on parle du 3e contrat. C'est-à-dire qu'il y a 2 contrats qui ont été négociés avec Pfizer au début pour un achat, et le 3e qui est mirobolant, en fait, est un contrat directement négocié par Madame von der Leyen. Donc ça veut dire que les procédures ont été régulières, même si elles sont contestables parce que des lobbies sont négociés pour le compte de la Commission. Mais le 3e contrat, c'est Madame qui s'est immiscée dans le processus sans mandat des États membres et en dehors de son mandat. Pourquoi est-ce que, selon vous, ça doit être jugé en Belgique, cette affaire? Alors d'abord, je vous dirais que c'est Mme von der Leyen et M. Bourla qui ont décidé, en signant ce contrat, que la juridiction du contrat, c'était exclusivement le droit belge. C'est la raison pour laquelle les États membres qui m'ont rejoint dans cette plainte ne déposent pas plainte dans leur propre pays, ils déposent plainte en Belgique parce que c'est la juridiction définie par les contrats. Mais alors, vous parlez des États membres, on peut en reparler. Il y a la Hongrie, la Pologne. Évidemment, un combat comme le vôtre, ça attire les anti-vax, les anti-Europe, ceux qui sont en mal de visibilité et quelques paranoïaques au fur et à mesure de l'avancée du dossier. Vous êtes rejoint par de nombreux plaignants, et ça, je crois que vous vous en félicitez, mais il y a aussi des profils plutôt atypiques, peut-être même contradictoires avec votre combat pour la clarté, pour la transparence. Est-ce que ça va pas être gênant au bout d'un moment? Moi, je vous dirais que, vous savez, la Charte des droits fondamentaux, elle est applicable à tous les citoyens de l'Union européenne, dans tous les pays de l'Union européenne, et donc peu importe vos convictions religieuses ou politiques, ils vous sont applicables. Moi, ma question aujourd'hui, c'est les partis qui se disent non extrêmes, et surtout la gauche qui dit défendre les droits fondamentaux, pourquoi elle est absente de ce dossier? Pourquoi elle tolère que Mme von der Leyen ne soit pas suspendue aujourd'hui? Normalement, il y a un code d'éthique pour les commissaires européens. S'il était appliqué comme il se doit, ne serait-ce que quand la médiatrice européenne a conclu à la maladministration, Mme von der Leyen aurait dû finir comme M. Dalli à l'époque, qui était accusé, lui, de manière un peu mensongère, mais elle aurait dû finir suspendue. C'est un fonctionnaire, ce n'est pas un politique. Son immunité, selon vous, c'est un problème. Le fait qu'elle essaye en gros de faire prendre le relais de ce jugement par une structure européenne, sans trop entrer dans les détails, c'est ça qui vous occupe en ce moment, ça c'est un problème aussi. Alors, nous on considère que de l'immunité, elle n'en a pas. Donc, son immunité... Parce qu'elle a dépassé ses fonctions. Exactement, donc elle est purement fonctionnelle. Donc si elle avait eu le mandat pour le faire, la question de son immunité se poserait, mais à partir du moment où elle a agi de son propre chef, l'immunité ne se pose plus. En fait, Mme von der Leyen, à partir du moment où elle a violé ce qu'on appelle le code d'éthique des commissaires, donc en fait elle n'a pas agi de manière honnête et elle n'a pas maintenu une apparence d'honnêteté qui incombe à sa fonction. En fait, les traités prévoient que le commissaire européen à la justice peut solliciter en fait avec la Commission la Cour de justice de l'Union européenne pour suspendre de force Mme von der Leyen. Il en va de même pour la personne que vous évoquez, Charles Michel. Ça dure 10 ans, ça. Non, justement, c'est immédiat. Monsieur Dalli, ça a été immédiat. Ouais. Donc c'est juste une question de volonté d'appliquer ou non le code de bonne conduite. Donc il y a d'abord le fait qu'on devrait la suspendre sur le champ, et Charles Michel aussi a cette possibilité au nom des États membres. Et je vous rappelle quand même qu'elle est poursuivie par des États membres, ce qui n'a jamais existé. Donc comment est-ce qu'elle peut défendre l'intérêt de l'Union à partir du moment où elle est poursuivie au pénal par des États membres?